vous me demandez de vous raconter, de faire part de mes souvenirs de cette époque qui commence à dater, parce que ça fait 85 ans quand même. Je me souviens très bien de cette journée du 17 juin 1940. Je me revois à midi, prenons la radio. Et j'entends à ce moment-là l'allocution du maréchal Pétain qui annonce qu'il faut cesser le combat et qu'il a demandé à nos adversaires les conditions de l'armistice. Alors, je dois dire que à ce moment-là, ma vie a basculé. J'ai été saisi par une force intérieure qui était incontrôlable. Et contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de Français ont eu le même sentiment. Pas des dizaines, pas des centaines, des milliers, des centaines de milliers de Français ont été ce jour-là bouleversés, traumatisés par l'annonce du maréchal Pétain disant que la France était abattue. Et ils se sont en fait révoltés contre cette décision, contre cette situation qui leur semblait tout à fait anormale, insupportable. Et incapables de réfléchir d'ailleurs, parce qu'ils étaient saisis à l'intérieur par cette force qui les poussait à agir ainsi, ils ont décidé de se révolter. En fait, voyez-vous, la résistance n'est pas née le 18 juin, elle est née le 17, par l'annonce du maréchal Pétain. Et les Français, à ce moment-là, se sont révoltés, ont refusé la défaite, la soumission, l'asservissement, et ont décidé de continuer le combat, envers et contre tout. Mais non, c'est pas possible, la France n'est pas abattue, la France va se défendre, la France va se redresser, etc. Et moi, je continue le combat, je vais partir en Angleterre. Alors, je m'en ouvre à mes parents, bien sûr, qui me disent, mais nous approuvons tout à fait et nous comprenons parfaitement ta réaction. D'ailleurs, nous avons le même sentiment. Mais tu es bien jeune. Je venais d'avoir 17 ans. Et c'est une décision grave, qui t'engage d'une manière définitive peut-être. Alors, il faut réfléchir. Et puis, tu sais, il y a le bac que tu dois passer aussi, là. Alors, si tu veux bien, tu passes ton bac, tu réfléchis, tu es certain de ce que tu dois faire, et à ce moment-là, ben, on en reparlera, on reverra. Mon idée était bien ancrée. Voyant ma détermination, ils m'ont dit, bon, on va t'aider. Ils prennent un contact, je vais voir ce contact, je fais un contact à Guérande, et le pharmacien de Guérande m'envoie à Pont-l'Abbé, voir son collègue pharmacien, M. Lavalou, qui me reçoit très gentiment, et qui me dit, effectivement, on prépare un départ avec quelques garçons de votre âge, etc., dans quelques jours. Bon. Et puis, brusquement, les choses s'enveniment. Pourquoi? Parce que on venait d'arrêter le commandant d'Essienne-d'Orve, qui avait été envoyé en mission et qui avait été trahi par son radio. D'où une vigilance renforcée de la part de la surveillance allemande. Et par conséquent, Lavalou me dit, tu ne peux pas rester ici puisque tu n'es pas de Pont-l'Abbé. Retourne chez toi à Nantes et surtout, je te conseille de passer en zone libre. Hein, et de là, tu essaies de joindre l'Afrique du Nord. Et puis tu verras bien à ce moment-là. Alors je reviens, j'en parle à mes parents. Bon, ils m'aident à passer en zone libre. En zone libre. Et puis là, j'essaye de trouver une solution pour partir, mais impossible de s'embarquer, la surveillance est très grande. Alors je me dis, bon, Marseille, ça ne marche pas, je descends le long de la côte, etc. J'aboutis finalement à Cerbère. Là, je retrouve deux garçons de mon âge qui sont dans les mêmes dispositions dans un foyer, parce qu'à l'époque, il y avait des foyers qui accueillaient les réfugiés. Et puis, on décide tous les trois, finalement, de passer en Espagne. En disant, si nous arrivons à Barcelone, on va au consulat britannique, et là, on sera pris en charge. C'est-à-dire que le consul nous dit qu'il ne peut pas nous prendre en charge, car traverser l'Espagne et passer
pour rejoindre l'Angleterre, c'est très très difficile. Ils conservent donc leur filière pour leurs spécialistes. Et par contre, dit-il, je peux vous aider, vous donner un peu d'argent, et je vais vous donner une adresse au Portugal où vous serez pris en charge à ce moment-là. Comment vous y arrivez au Portugal? Et là, le contact avait lieu à Valencia de Alcantara, à la frontière du Portugal, et il m'avait donné le nom de monsieur, j'ai oublié son nom maintenant. On part jusqu'à Madrid, tout va très bien, mais à Madrid, il fallait changer de gare pour partir au Portugal. Et là, la chance qui nous avait souri jusqu'à présent nous a fait défaut, car au lieu de rentrer par le départ, on est rentré par l'arrivée. C'est-à-dire que quelques secondes plus tard, nous avions des policiers sur le dos qui nous demandaient ce que nous faisions ici, dans un parvis complètement vide, évidemment, puisque nous étions rentrés par la mauvaise porte. Alors, ils nous ont arrêtés et ils nous ont amenés à la Puerta del Sol, qui était le dépôt à Madrid. Et puis là, on a été transféré quelque temps plus tard dans une prison de Madrid, la Condé des Pénalver, où nous sommes restés pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, nous avons été convoqués par le directeur de la prison qui nous a dit, voilà, vous avez purgé votre peine, nous ne savions pas que nous avions été condamnés, vous avez purgé votre peine, maintenant vous allez être rapatrié en France, etc. Alors, on est repris en main par les policiers et on nous ramène à la Puerta del Sol. Avant, on passe par la douche parce que 2 mois sans se laver, etc. C'était quand même long. Et puis, le lendemain, on repart sur la France. Alors là, on est repris en main par les forces françaises qui nous posent la question en disant, ben, écoutez, on comprend très bien que finalement, vous vous êtes laissé berner par des propagandistes qui ceci, cela. Le devoir n'est pas celui que vous croyez. Le devoir, c'est la France autour du maréchal Pétain, etc. Bien. Alors, je suis, moi, envoyé dans un dépôt de stockage de l'aviation. Et au bout de quelques semaines, je suis transféré à Salon. Arrivé à Salon, on me dit, ben, c'est un samedi, il y a liberté de manœuvre pour tout le monde. Demain, c'est dimanche, il y a liberté de manœuvre encore. Et lundi, il y a encore liberté de manœuvre parce que le maréchal Pétain a visité une base aérienne et comme il était satisfait, il a donné congé à toute l'armée aérienne le lundi. Alors, mardi matin, au pied du lit, à 7 h, etc. Très bien. Et puis, vous êtes libre. Alors, je suis sorti évidemment de la base, je suis arrivé à Salon. Là, il y avait un bus qui partait pour Marseille. Je suis monté dans le bus. Le bus m'a laissé devant la gare Saint-Charles. Il y avait un train qui partait pour Toulouse. Je suis monté dans le train. À Toulouse, il y avait un autre train qui partait pour Leblanc. Je suis parti à Leblanc. Puis à Leblanc, il n'y avait plus de train. Mais par contre, il y avait un bus qui nous amenait à La Roche-Posay, c'est-à-dire juste à la frontière, car mon idée à ce moment-là était la suivante. Désormais, ça doit être tassé en Bretagne. Je vais repartir, retrouver M. Lavalou, le pharmacien de Pont-l'Abbé, et là, maintenant, il pourra me faire partir. Alors, je passe donc par Nantes pour rejoindre Pont-l'Abbé, et là, je m'arrête pour donner de mes nouvelles à mes parents qui n'en avaient pas depuis 3 mois. Et c'est à ce moment-là que maman me dit, écoute, tu n'es pas à 24 heures près, pour partir sur Pont-l'Abbé. Moi, j'ai une idée, je peux peut-être t'aider. Et c'est à ce moment-là, comme je vous dis, que les résistants qui ne savaient pas qu'ils s'appelaient résistants d'ailleurs, mais tous ces gens qui voulaient œuvrer pour leur pays s'étaient regroupés. Et alors, maman prend contact avec les amis, etc. Et finalement, elle remonte à Nicole de Hautelac qui lui dit, mais écoutez, je dois recevoir dans quelques jours
un envoyé de Londres, il sera très heureux de vous voir, etc. Est-ce que vous pouvez... Et c'est ainsi que Rémy, qui ne s'appelait pas Rémy à l'époque d'ailleurs, s'appelait Raymond, est venu me voir car il recherchait quelqu'un pour se décharger d'un certain travail qui l'empêchait, parce qu'il était arrivé, Rémy, en fin décembre 1940, avec une mission bien précise. Vous allez organiser un réseau de renseignement entre Brest et Hendaye, afin que nous puissions savoir comment les choses se passent tout le long et quelles sont les intentions de nos adversaires. Car la hantise du peuple anglais, du gouvernement anglais à l'époque, et de Churchill en particulier, était de devoir couper le cordon ombilical qui le liait aux États-Unis, car il dépendait totalement des États-Unis, aussi bien pour la nourriture que pour les armements, que pour le moindre des choses. Alors il fallait savoir qu'est-ce que prépare l'adversaire, les bateaux, les châssis, les choses, très bien. Alors, il avait donc disposé des agents à Brest, à Lorient, à Saint-Nazaire, à La Rochelle, à Bordeaux, etc., jusqu'à Hendaye. Le dernier était Biarritz. Appelé Dampierre, d'ailleurs. Je me souviens de ça me revient, le marquis de Dampierre. Alors, il cherchait donc quelqu'un pour le remplacer auprès de tous ces agents pour recueillir les renseignements et transmettre des instructions, alors que lui devait continuer à organiser son réseau, etc. Il vient me voir. Il me dit « Racontez-moi votre histoire ». Alors, je lui raconte mon périple, et il me dit « Mais quand vous étiez à la prison de Quai-Albert, vous n'avez pas pensé à écrire à l'ambassade de France ?» Alors j'ai dit « Si, je leur ai écrit ». Ah bon? Et ils vous ont répondu? Oui, ils m'ont répondu. Oh, une lettre très gentille d'ailleurs, mais disant qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Mais ils m'avaient envoyé un billet de 10 pesettes, ce qui m'a permis d'acheter quelques bananes. Car la nourriture était chiche dans les prisons espagnoles en 1940. Il dit, vous avez cette lettre, est-ce que je pourrais la voir? Je dis, bien sûr. Alors je vais lui chercher ma lettre. Il lit la lettre et elle était signée du consul général de France, qui avait été, disons, le premier agent recruté par Rémy qui était rentré en France par le Portugal et l'Espagne. Alors, il lit cette lettre et Pigeonneau, c'était le nom du consul, ça a été mon passeport pour lui, la vérité absolue de ce que je racontais, l'affirmation de ma volonté de servir mon pays, etc. Alors à ce moment-là, il m'a proposé ceci, il m'a dit, voilà, actuellement, je ne peux pas vous faire passer en Angleterre, mais dans quelque temps, l'occasion sans doute s'en présentera. Mais en attendant, vous partez en Angleterre pour combattre. Alors évidemment, oui, bien sûr. Mais vous pourriez combattre à mes côtés en attendant que je puisse vous faire partir. Oh, oui, bien sûr. Seulement, il faut que je vous prévienne. Ce que je vais vous demander, ça sera sans doute très fatigant. Mais aussi, ça sera très dangereux. Vous risquez d'être arrêté. Si vous êtes arrêté, vous serez torturé. Et puis ensuite, vous serez fusillé. Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour travailler avec moi? Alors, on répond, mais bien sûr, aucun problème. Cette réflexion surprend en général les personnes qui m'interrogent, parce que comment peut-on répondre sans problème quand on vous annonce que vous risquez d'être fusillé? Mais je dis, quand on part, quand on s'est engagé volontairement à combattre pour son pays, c'est pour combattre en première ligne. Et en première ligne, tout le monde sait qu'on a une chance sur deux d'y rester. Donc, ce que je faisais, moi, c'était ni plus ni moins que ce qu'ont fait avant moi mes anciens lors de la guerre 14-18, etc. Alors, me voilà donc
pris en charge par Rémy, et qui me dit, bon alors c'est bien, je pars avec lui à ce moment-là. Alors on fait, comme je dis, la tournée des popotes, c'est-à-dire qu'on voit les agents les uns après les autres, et Rémy leur dit, maintenant vous ne me verrez plus. Vous ne verrez plus que lui. Hein, il vous apportera mes instructions, il recueillera vos renseignements, vos demandes aussi, etc. Mais pour moi, ça sera terminé. Quand je venais voir l'agent, je lui transmettais des instructions que nous avions reçues de Londres, parce que nous avions des contacts radio avec Londres. On déchiffrait les messages, et à partir de ce qu'il y avait dans les messages, Rémy me disait, Pierre, vous partez sur Bordeaux, vous partez sur Brest, vous allez à Lorient, vous allez à Vannes, etc. Vous voyez un tel. J'ai donc commencé ce travail, et je l'ai fait pendant une année. Je l'ai fait, je dis très simplement, en toute tranquillité. Je n'ai jamais eu conscience du moindre danger. J'étais naturel. J'étais l'émanation de Rémy, et je dois dire que, bien que je sois très jeune, je n'ai jamais entendu personne discuter de ce que je disais. C'était la parole de Rémy, c'était la parole de Londres. Hein. Alors, les choses ont duré pendant, comme je vous dis, près d'un an. Et puis à ce moment-là, la vie a de nouveau a basculé. Je devais partir à Londres le 5 mai. L'opération a raté parce que les Allemands avaient interdit la navigation de plaisance quelques jours avant, alors qu'on partait sur un petit bateau. Avec l'agent de Lorient, Alex, il a acheté un petit canot, un petit langoustier, et on a repréparé une nouvelle opération pour le vin. Tout marchait très bien. La veille, on avait vu, on s'était préparé, on avait vu le bateau, le moteur. Alex avait dit, bon, allez, demain matin, à 4 heures, on se lève. À 4 heures, on se lève, on va sur le port, etc. Et là, de nouveau, le destin, parce que je ne peux pas appeler ça autrement. Le destin décide que ça ne va pas marcher, le bateau ne veut pas se mettre en route. Le moteur, on a une panne de moteur. Alors Rémy me dit, bon, ben écoutez, en attendant, remonter à Paris. Et puis là, il me dit, évidemment, maintenant vous êtes dégagé de toute obligation, mais vous savez qu'il y a eu plusieurs arrestations. Effectivement, dans le réseau, il y avait déjà eu un certain nombre de personnes arrêtées, et je suis coupé. Alors, est-ce que, Pierre, vous pourriez me remettre, parce que vous les connaissez tous? Je lui dis, mais bien sûr, aucun problème. Alors, ce jour-là, le 30 mai 1942, je commence à renouer les contacts, et puis le soir, paf, je tombe dans une souricière. Cette souricière avait été tendue parce que nous avions été trahis par un agent. Mon sort était réglé. Alors, on m'envoie d'abord à la prison de Fresnes, ensuite à la prison de la Santé d'abord. Je suis resté 3 mois, 4-5 mois. Et puis de là, je suis transféré à Fresnes jusqu'au 25 mars 1943. Le 25 mars 1943, je suis appelé transport. Alors, effectivement, je descends en bas dans la grande galerie du bas de la prison. Et puis là, je retrouve un certain nombre de personnes, dont un certain nombre de membres du réseau qui avaient été eux aussi arrêtés suite à la trahison de notre ancien camarade. Et puis, on est embarqué dans un chemin et on arrive à Mauthausen le 27 mars. L'arrivée à Mauthausen, cette entrée avec cette grosse porte, ce mur noir de la pierre du coin, construit par les prisonniers, etc. Et là,
je me dis, je viens de rentrer dans une succursale de l'enfer, et c'en était une à proprement parler. Car Mauthausen, c'était ça, c'était un camp de 3e catégorie, et on était l'univers concentrationnaire, on n'avait aucun contact avec personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de nouvelles, puisque les Allemands qui nous gardaient se servaient des prisonniers pour leur propre service. Et par conséquent, quand ils écoutaient la radio, les prisonniers qui étaient à leur service et qui parlaient allemand, évidemment, pour pouvoir les servir, venaient ensuite nous dire « Tiens, j'ai entendu à la radio que ceci, que cela, etc. » C'est ainsi qu'on a appris que le 28 avril, Hitler s'était suicidé. C'est très difficile à comprendre. D'ailleurs, nous, les déportés, on en parlait entre nous, mais on ne cherchait pas à convaincre quiconque, parce que c'est tellement inacceptable par un esprit normal, sain, raisonnable, que c'est pas possible que l'on puisse vivre d'une telle manière. Vous savez, à Mauthausen et à Gouzenin, puisque je suis resté tout le temps à Gouzenin, on n'était jamais sûr la minute suivante d'être toujours en vie. Alors on n'y faisait pas attention. La mort était présente continuellement, les morts s'étalaient régulièrement. Le matin, quand on se levait, il y avait les morts qui étaient là, qui assistaient à l'appel. Tous les morts de la nuit, ayant été comptabilisés la veille, devaient être comptabilisés le matin. Par conséquent, ils étaient à l'appel avant d'aller au crématoire. Et puis, dans la journée, ils en mouraient, on les ramenait au moment. Les Kosträger, c'est-à-dire les transporteurs de nourriture, de soupe pour la nourriture de midi, amenaient les bidons et puis repartaient avec une première charretée de camarades qui étaient décédés sous les coups, sous l'épuisement. Alors, nous avons été libérés par les troupes américaines le 5 mai. Et à partir de ce moment-là, nous sommes restés dans le camp parce que les gardiens allemands avaient déposé les armes et avaient fui. Les Américains avaient repris place dans les miradors à la place des Allemands parce qu'on avait le typhus et ne voulaient pas qu'on sorte pour le diffuser. Et puis le 17 mai 1945, des camions américains sont rentrés dans le camp et tous les Français sont montés dans les camions pour nous emmener sur l'aérodrome de Linz. Alors là, on est resté à l'aérodrome de Linz toute la journée du lendemain parce que, étant donné notre état de santé, les Américains ne voulaient pas nous prendre le risque de nous mettre dans des avions où ils disaient « mais c'est fini, si on les transporte, ils vont tous claquer dans cette opération ». Alors, finalement, on a réussi à négocier, et le 19, d'accord, allez, on nous embarquait dans les forteresses volantes, et on atterrit à Montoire-sur-Loire, non pas sur Loire, c'était près de Paris, enfin, peu importe. Et je ne me souviens plus du nom. Et de là, des bus nous ont amenés à la gare, qui nous ont amenés à la gare du Nord à Paris, et Paris à l'hôtel Lutetia, où étaient accueillis les déportés. Nous étions les derniers déportés. Le camp de Mauthausen a été le dernier camp libéré. 3 jours plus tard, c'était la fin de la guerre, etc. Et alors là, je suis dans cette grande salle du Lutetia. Et à un moment donné, un copain qui me dit « Dis donc, Pierre, on t'appelle, etc. » Alors, je dis « Ah bon ?» « Oui, on dit « Moché, c'est toi ?» Alors, je dis « Oui, mais qui c'est ?»« Regarde, c'est le gars là-bas. » Alors, je vais voir ce monsieur, et il dit « Vous m'avez appelé ?» Et il m'a dit « Oui, suivez-moi. » Et là, je me retrouve en face de ma mère. Évidemment, pour elle, ça a été un choc terrible. J'avoue que pour moi, ça n'a rien fait du tout. On a perdu toute sensibilité, toute trace d'humanité. On est devenus des espèces de zombies, hein, qui sont en dehors du monde. Je me voilà donc revenu à...
je ne dirais pas à la liberté sans doute, mais dans un monde que je ne comprends plus. C'est un monde qui m'est parfaitement bizarre et inconnu, où tous les individus qui se manifestent, se comportent d'une certaine manière qui me surprend, et que je ne comprends pas, parce que l'atmosphère de Mauthausen m'avait tellement pénétré, et comme la chance que j'avais eue, c'était, lorsque je suis arrivé à Mauthausen, de rencontrer un petit Espagnol le lendemain qui m'avait dit « Tu sais, si tu veux t'en sortir, tu n'as qu'une solution, tu t'adaptes. Et tu vis Mauthausen. » Et la grâce a voulu que, du jour au lendemain, à l'instant même, j'ai tout oublié. Les parents, les amis, les ceci, le passé pour moi, terminé. Et je me suis trouvé plongé dans Mauthausen, ce qui fait que quand je sors de Mauthausen, ben, je suis imbibé de la vie de Mauthausen. Et alors, évidemment, par rapport à mes braves concitoyens, qui, bien sûr, la vie était difficile au lendemain de la guerre, mais vivaient quand même d'une façon normale, avec leur famille, avec leurs amis, et faisant face aux difficultés passagères, régulières. Et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Alors, physiquement d'abord, j'ai mis 5 ans. J'étais suivi par un médecin tous les mois, un médecin ami qui était acupuncteur et qui me redopait. Et puis, petit à petit, psychiquement, je me suis dégagé aussi. Mais j'ai toujours l'esprit de Mauthausen. Aujourd'hui, ici, à côté de vous, je suis toujours imbibé de Mauthausen. Quand on passe par une expérience pareille, on ne s'en dégage pas. Elle vous pénètre, elle est à l'intérieur de vous-même et elle continue à vous influencer dans vos réactions, dans la manière dont vous percevez ce qui vous entoure, la manière dont vous réagissez aussi, la manière dont vous activez dans la vie courante. Moi, je suis d'une génération qui a succédé au poilu de 1914. 1900, dans les années 20, la France est en deuil. Toutes les dames sont en noir. Et puis de l'autre côté, il y a tous les blessés, tous les handicapés, les gueules cassées qui marquent, qui frappent, vous comprenez. On vit dans cette atmosphère de dévouement à la patrie. On se sacrifie pour la patrie. On chante toujours mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau. Qui, à l'heure actuelle, chanterait une chanson pareille? Mais nous sortons de la guerre de 14, nous sortons du sacrifice d'1,5 million de Français, plus tous ces blessés qui sont traumatisés à jamais dans leur vie courante. Alors, c'est cet esprit qui fait que rentrer en révolte contre une situation qui vous oblige à vous soumettre est tout à fait normal. Le combat continue, mais c'est normal. On fait comme nos prédécesseurs, on fait comme nos parents. Mes 2 oncles et mon père avaient fait la guerre de 14. Et par conséquent, il n'y a aucun problème. On est éduqué dans cet esprit. Et nos réactions ne peuvent pas être comprises à l'heure actuelle par nos compatriotes qui vivent une autre époque, qui vivent une autre ambiance, qui sont en face d'autres problèmes que nous, mais qui ont une vie facile, j'allais presque dire légère, parce qu'ils n'ont pas le sens des responsabilités que nous avions, nous, en 1925, en 1927, en 1930. Maintenant, la vie a changé. C'est une autre manière de vivre, c'est un autre comportement.